Bonsoir. J'espère que la connexion là passe. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais m'assurer que la connexion passe. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le débat peut commencer? Le débat très chaud aujourd'hui sur les différents... sur le sujet de ce soir, à savoir la question des coups d'État. La question des coups d'État. C'est un sujet très délicat, comme l'ont dit certains. Je voudrais inviter les uns et les autres à suivre ce débat qui nous concerne en priorité. Je voudrais donc vous inviter à être attentif aux éléments que je vais avancer. Vous savez, le thème est assez délicat. Le thème, c'est quoi? Voilà, j'attends que vous vous connectiez. On va donc commencer. Le thème de ce soir, c'est je vais reprendre. Un coup d'État est-il souhaitable au Cameroun? Ça, c'est le thème de ce soir. Mettez-la, juste là. Merci beaucoup, excusez-moi. Un coup d'État est-il souhaitable au Cameroun? Qu'en pensez-vous? Nous avons eu quelques commentaires. Excusez-moi, je ne peux pas prendre les appels. C'est une thématique qui est peut-être, diriez-vous, d'actualité, mais ce n'est pas ça qui motive ma réflexion. Il y en a qui ont donné des idées, il y en a qui sont exprimés. Non, un code électoral consensuel, ce serait mieux. Il y en a qui ont aussi dit que il y a trop d'arbitraire et qu'ils souhaitaient un coup d'État. Bon, j'ai retenu vos idées. Mais avant cela, je voudrais avoir dire à tout le monde, à ceux qui nous suivent, que lorsqu'on convoque, je sais que les gens se connectent encore, mais je voudrais dire excusez-moi du bruit, parce que je veux que nos amis qui sont dans la diaspora aient cette ambiance du village. Il y en a qui ont pensé que, en fait, je recense les idées qui sont venues, que les hauts gradés sont dans les business et que par conséquent, il ne faut pas s'attendre à un coup d'État au Cameroun. D'autres ont pensé que l'armée du Cameroun, c'est des femmelettes. Bon, c'est leur point de vue. Monsieur, disparaît. Il ne faut pas qu'on voit ton visage ici. Excusez-moi, là, je suis dans la lecture de certaines... On va vous supplier d'être un peu... Voilà. Il y a beaucoup de bruit, là. Est-ce que vous me confirmez quand même que vous m'entendez? Parce que là, on va aborder les choses très très délicates. Je fais d'abord un point sur les différentes idées.
qui peuvent être avancés. Les arguments qui ont été avancés dans ma page Facebook. Je crois que les porcs n'ont pas envie que je fasse ce direct. Donc, vous écoutez les porcs. Non, c'est qu'on attend que les gens se connectent parce que c'est un thème très intéressant, très d'actualité. Alors, voilà, vous êtes déjà suffisamment nombreux. J'espère que les porcs vont nous excuser parce que vous savez, parfois il faut faire dans l'élevage. Voilà, les gens se connectent déjà. Alors, je voudrais d'abord, avant qu'on commence le débat, préciser quelque chose. On ne peut pas m'interdire d'aborder un thème. On ne peut pas m'interdire d'aborder un thème parce que vous l'avez suivi avec Marcin Toa. Aucun sujet n'est sacré. En fait, en philosophie, il n'y a pas de sacré. La philosophie, a dit Marcin Toa, est essentiellement sacrilège. C'est-à-dire que il n'y a pas de thème intouchable. Donc, lorsqu'on aborde la question des coups d'État au Cameroun, en mettant l'élément souhaitable, c'est que on veut mettre en avant la conjoncture qui pourrait justifier un tel débat. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une situation où on doit débattre de tout. C'est lorsqu'on interdit un débat, lorsqu'on interdit un débat dans la société, que les gens sont obligés de fomenter les choses. La question fondamentale que nous avons aujourd'hui, avec les inégalités que nous avons, avec les injustices, avec les crimes économiques qui sont en vigueur dans notre pays, on est fondé à s'interroger sur la gouvernance. Et si on s'interroge sur la gouvernance et que des esprits faibles, je reprends, et que des esprits faibles avancent l'hypothèse d'un coup d'État, ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation dramatique, tragique à la limite. Alors, la question pourrait être analysée du point de vue des idées. D'abord, est-ce que du point de vue des idées, l'idée d'un coup d'État passe? Je vais vous reprendre l'analyse que font certains collègues. Et je voudrais me féliciter que cela ait pu susciter un bon débat dans les forums Internet. Écoutez bien ce que certains disent. Là, je prends un gars très perspicace qui répond à cette question en ces termes. Là, je vous rapporte les débats qu'il y a eu dans les forums Internet lorsque j'ai avancé cette question-là, lorsque j'ai proposé cette question en débat. Il y a 2 ou 3 interventions qui ont retenu mon attention. Il y a l'intervention d'un collègue qui est en France. Il y a 2 collègues qui sont au Cameroun. Et le premier collègue, je dis collègue, c'est un gars très perspicace qui est aussi universitaire, qu'on appelle Etouké. Il dit, lorsque le décret de revalorisation des salaires des personnels civils et militaires a été partagé dans les réseaux sociaux, le lundi 6 mars, il y a déjà 5 mois, aucun commentaire cherchant à légitimer la forte disparité des salaires entre indices égaux. C'est-à-dire qu'il remarque que, et c'est bizarre, c'est curieux, c'est-à-dire que je propose un thème relatif au coup d'État. C'est-à-dire, est-ce qu'un coup d'État est souhaitable? C'est curieux que ce collègue, cet universitaire, dit qu'on doit partir des inégalités, des disparités des salaires. Que c'est un problème. Ça veut dire que ça pourrait être une source de mécontentement qui pourrait justifier que les gens prennent des armes éventuellement. Il dit, c'était une indignation générale de constater que au même indice 1400. Et là, j'ai le texte devant moi. Tandis que l'enseignant d'université a pour salaire, et là j'ai vérifié, a pour salaire de base 355, un militaire ou un policier a plutôt 570. Vous voyez la question, c'est-à-dire qu'il prend un cas. À la fin de la carrière, on se retrouve avec 1400
à l'indice 1400. Un prof d'université mérite, d'après le texte, d'après le chef de l'État actuel, d'avoir 355 278 francs. Un militaire, c'est-à-dire qu'un général, un colonel, celui qui arrive à l'indice, et là, ce n'est pas l'indice 1400, c'est l'indice 1600. Il dit que ça ne se suffit pas que celui-là, il a plutôt 570 comme salaire de base. C'est-à-dire 214 000 francs de plus qu'un professeur d'université. À cela, il faut ajouter une multitude de primes, de substantielles, qui s'ajoutent au salaire des militaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il ajoute que, malgré donc ce discours, sans se rendre compte que ce qui provoquerait infalliblement un coup d'État au Cameroun, ce serait la tentative d'harmoniser le traitement salarial de tous les agents d'État. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que les injustices, et là c'est M. Itouké qui le dit, les injustices que nous vivons au niveau du traitement salarial, où, bon, je ne veux pas susciter la colère des hommes en tenue, ainsi de suite, quand on voit le traitement qui est réservé à la haute, et ce qui concerne la haute administration au niveau universitaire, au niveau de l'éducation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un professeur d'université, parce que vous parlez seulement des militaires, un professeur d'université se retrouve avec des primes de 800 000, je prends un exemple de chargé de cours, mon petit niveau là, 600, c'est pas 600 combien de mille là. Et un maître d'école, c'est-à-dire que l'école publique, il a parfois 15 000, 20 000, machin. Vous comprenez les inégalités qu'il y a dans ce Cameroun. Les professeurs de lycée se retrouvent avec je ne sais pas combien de... Vous voyez, nous, professeurs d'université, sur quelle base on a dit que nous devons avoir 800, 1 million de primes par trimestre, et un professeur de lycée qui est aussi un professeur, un maître d'école publique, un maître de l'école primaire, un professeur d'école primaire, parce que c'est un professeur d'école primaire, un professeur du secondaire, se retrouve avec 20 000, 30 000, 40 000. Et ça, c'est la même chose qui se vit au niveau du corps, des corps armés, c'est-à-dire que les personnels des personnels en armes, c'est-à-dire que les cadres se retrouvent, les officiers se retrouvent avec une disparité de salaire terrible. En fait, l'argument de ce collègue, c'est que au fond, notre administration est foncièrement inégalitaire. Et à partir de là, on peut avoir des situations qui, ma foi, peuvent choquer et pousser des individus à prendre les armes et à dire non. Et je répète, aucun sujet n'est tabou en philosophie. Donc, ne me dites pas que non, tu cherches les problèmes. Non. Il y a même problème parce que lorsque moi je parle, un philosophe parle, il n'y a pas qu'il se fasse menacer par les policiers ou bien par les militaires. C'est la preuve même effectivement qu'il peut y avoir une rébellion. Ouais, la République, c'est une production de la pensée philosophique. Lorsqu'on aborde les questions de la société, lorsqu'on aborde les questions fondamentales qui regardent la société, qui regardent les inégalités qui couvrent dans la société, il est abominable, c'est une insulte au principe républicain de prétendre qu'on doit s'interdire de parler de ça. Donc, voilà un argument qui pourrait dire, on pourrait avoir des situations. Il y a notre collègue, donc d'après ce collègue-là, il faut dire que les injustices à la base de ce régime, le régime du renouveau, seraient susceptibles de provoquer une situation périlleuse. Il y a notre collègue, et là, il faut laisser les gens, quand ils réfléchissent sur la situation de notre pays, j'insiste dessus, les gens sont libres de débattre de tout. Il n'y a pas de sujet tabou en République, à moins que vous nous dites que nous sommes en dictature. Là, ça se comprendrait. Alors, mon collègue, le très perspicace Claude Abbé dit, je soutiens également que la probabilité de la survenue d'un coup d'État au 237 est infime, mais pour d'autres raisons. En fait d'armée, il faut mieux parler des armées, car il y en a 3 au Cameroun. C'est moi qui parle. 3. Et notre collègue Claude Abbé ajoute, la garde prétorienne fait des unités spéciales, mieux entraînées, avec un traitement princier,
et un armement sophistiqué. Et il y a ensuite la bourgeoisie militaire dans les autres corps formant l'armée ordinaire. Et enfin, le reste qui tire le diable par la queue, le gros des effectifs. L'embourgeoisement des deux premières figures éloigne d'elles toute tentative. Leur différentiel d'entraînement et d'armement décourage toute initiative allant dans le sens d'un coup d'État. En plus, le différentiel de traitement entre les trois est une source de fragmentation avec laquelle les gouvernants jouent avec dextérité pour que chaque groupe tienne l'autre. C'est-à-dire pour notre collègue Claude Abbé, il lit cette question de mon point de vue sociologique parce qu'il veut dire qu'il n'y a aucun sujet tabou en science. Alors il lit ça de manière sociologique, en disant que c'est peu probable que nous ayons un coup d'État. Et d'après lui, c'est que le pouvoir de Yaoundé a bien joué en faisant en sorte qu'il y ait une inégalité assumée au niveau de la haute hiérarchie. D'abord en compartimentant l'armée en corps d'élite et en le gros des effectifs en bourgeoisie et l'effectif intermédiaire en bourgeoisie et le gros effectif qui tire le diable par la queue. Donc voilà un argument qui justifie que pour eux donc il n'y a pas possibilité de prévoir un coup d'État. Et ils disent d'après un autre intervenant, ils disent que c'est justement par cette peur de soulèvement que le président de la République a pensé donc accorder des faveurs exorbitantes aux forces de maintien de l'ordre. Alors, l'autre ajoute que ces disparités sont tout à fait des situations fortement préjudiciables qui pourraient entraîner des situations compliquées. Alors, je voulais qu'on aborde cela. Pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Parce que, comprenez-vous, il n'y a pas, et c'est là mon point de vue, il n'y a pas de pouvoir qui soit au-dessus des bouleversements. Il n'y a pas de pouvoir qui soit à l'abri d'un coup d'État. C'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses parce que dès qu'on a une armée, surtout quand on est dans un régime qu'on dit démocratique, qu'on dit républicain, c'est moins évident dans les systèmes monarchiques ou dictatoriaux. Même dictatoriaux, ça pose un problème. Dans les régimes parlementaires, dans les régimes dits monarchiques, c'est peu probable que nous ayons des cas de coup d'État. Mais lorsqu'on parle de république, de démocratie surtout, on parle de manipulation. Non seulement que le pouvoir en place manipule, mais le pouvoir en place est susceptible d'être manipulé. Et en partant de cette évidence, il faut se dire que dans le cas, on parle du Cameroun, dans le cas du Cameroun, le pouvoir a ceci de particulier que il est segmenté. Le fait que le pouvoir en place soit vieillissant, le fait que le président en place n'ait pas l'énergie d'orienter les choses de manière fondamentale vers un projet qui puisse retenir, qui puisse comprimer toutes les velléités d'émancipation de ses collaborateurs, est un gros risque. La situation actuelle qui se pose au Niger, et écoutez-moi bien, nous amène à interroger le fonctionnement de notre gouvernance, les rapports que nous avons avec la France et bien évidemment avec les autres partenaires, notamment la Russie et la Chine. Cela, excusez-moi, s'il vous plaît, venez prendre cela. Madame, excusez, hein. S'il vous plaît, venez prendre ceci. Alors, la situation en Afrique de l'Ouest nous amène à nous interroger sur nos rapports avec nous-mêmes. Le rapport que la gouvernance actuelle entretient avec le peuple, d'une part. D'autre part, le rapport que l'État du Cameroun, les rapports que l'État du Cameroun entretient avec la France. Troisièmement, les rapports que le Cameroun entretient avec les autres puissances émergentes, notamment les BRICS et la Russie, notamment, et la Chine. Voilà 3 niveaux de lecture que nous devons avoir sur la question actuelle au Niger.
ce que nous pouvons dire, c'est quoi? C'est que, et le pouvoir en place d'Ossé, la question de la survenue d'un coup d'État est envisagée. Est envisagée à un double titre. Là, je prends le premier niveau, la question de la gouvernance, et en rapport avec cette question du coup d'État. Premièrement, il faut bien comprendre, le pouvoir est vieillissant. Et à l'intérieur du pouvoir, c'est tisser des réseaux. Et comment je le comprends? Je le comprends parce que, comment je le découvre? Je le découvre parce que j'ai des frères, des grands frères qui sont aussi dans le gouvernement, qui sont très proches du gouvernement, des membres du gouvernement, qui sont très proches des affaires. Et j'ai eu l'occasion de vivre une scène où l'un d'eux faisait des rapports à l'ambassade de France. Et c'est là que je comprends que, au cœur du système, certains sont disposés à ce que le système s'écroule. Parce que soit ils sont fatigués d'attendre, soit on leur fait miroiter des choses du côté de l'Hexagone surtout, soit ils pensent que l'occasion leur est donnée d'essayer de se positionner pour la suite. Et vous allez vous rendre compte qu'au cœur du gouvernement même, certains ministres, et ils sont connus de tous, qui occupent certains postes importants, sont des antennes des antennes de la France. Parce qu'ils sont passés par là, les multinationales françaises les ont recyclés pour être à leur service au cœur du pouvoir. Et je crois qu'il y a des livres qui vont sortir bientôt, qui démontrent effectivement ce rôle trouble. Je ne veux pas dévoiler ce qui se passe, mais je crois qu'il y a des livres qui sont très importants qui vont sortir, où on va voir le rôle trouble que la France joue à travers ces antennes des multinationales. Je parle de la France dans la deuxième partie, mais je voulais dire par rapport au pouvoir qu'au cœur du système, donc, il y a des gens qui sont soit embrigadés par des réseaux franc-maçonniques, des réseaux maçonniques, des réseaux des Rose-Croix, ainsi de suite, soit ils sont dans des dynamiques où leurs intérêts font corps avec les intérêts de la France. Donc, au cœur du système donc, actuel, les gens peuvent créer des bouleversements pour anticiper sur la fin du régime et pour qu'ils puissent prendre position. Et parfois, ça se comprend, mais parfois aussi on comprend que c'est un effort pour pérenniser le système néocolonial qui est déjà en place. Donc, à ce niveau, vous allez donc vous rendre compte que lorsque les gens se retrouvent avec des gens aux doubles nationalités, par exemple, dans le gouvernement, ils ne peuvent pas servir le gouvernement directement parce que servir le peuple camerounais, ils doivent servir les intérêts qui pour eux sont dominants, c'est-à-dire que la puissance dominante qui est la France. Donc, il faut tenir compte de ce paramètre-là. C'est pourquoi aussi, lorsque nous voyons, et c'est là où les gens ne comprennent pas, lorsque nous voyons des situations comme les assassinats tragiques, terribles, comme ceux de Martinez Zogo. Je ne parle pas de cet événement en soi, parce que là, je vous rappelle que je ne veux pas en parler parce que j'avais donné ma bouche, comme on dit. Mais je parle parce que c'est un exemple où il faut illustrer en quoi les gens doivent créer une situation ingérable pour pouvoir justifier maintenant un coup. Là, je suis en train d'analyser de manière pensée, de manière argumentée, de manière philosophique. C'est-à-dire qu'en tenant compte de la critique de l'événement, une sorte de philosophie de l'histoire, c'est-à-dire que qu'est-ce qui motive? Quelles sont les motivations? Quels sont les motifs? Les motivations réelles, c'est-à-dire que ce qui ne se dit pas, mais qui se vit comme contrainte émotionnelle, et ainsi de suite. Les motifs, c'est que les gens cherchent effectivement à se positionner en créant des incidents. Donc le cas de la mort de Martinez, par exemple, c'est la création d'une situation où on mobilise la presse, où on mobilise la presse internationale, où on mobilise tous les arsenaux de pression, de soft power, pour faire pression au gouvernement, pour qu'il puisse lâcher, et que c'est une sorte de coup d'État. Mais alors, il y a aussi une autre dimension dont il faut tenir compte. La question de la malgouvernance. Lorsque les gens pillent à hauteur de milliards
lorsque les gens pillent donc à hauteur des milliards, en détournant des milliards, Covid Gate, Can Gate, toutes sortes de crimes économiques, c'est justement pour créer des situations de paupérisation et justifier par la suite la question donc fondamentale que tout le monde se pose. Vraiment, on en a assez de ces régimes et il faut qu'il y ait quelque chose. Et ainsi, on motive donc une sorte d'animosité du peuple, une sorte d'animosité dans les rangs. On crée aussi des questions, on crée aussi des conflits armés. Nous avons vu le nord et le sud-est. On entretient cela parce que on a l'espoir que cela va créer des incidents. On a l'espoir que cela va multiplier les crimes, multiplier les assassinats, multiplier les pertes en vie humaine et créer un incident. En termes de malgouvernance aussi, lorsqu'on voit des cas comme ce qui s'est vu à l'université Yaoundé 1, c'est-à-dire au vu et aussi de tout le monde, à la barbe du président de la République, c'est-à-dire quelqu'un qui entretient la sodomie comme mode de gouvernance. Le cas du recteur de l'université Yaoundé 1, que je cite, et qui sera traîné en justice très bientôt. Poussé, avec d'autres plaintes sont en train d'arriver sur la table des procureurs. Lorsque quelqu'un est en train, et ça je l'annonce en exclusivité, lorsque quelqu'un est en train de créer cela, c'est que il s'attend à ce que, et ça c'est, il a ses réseaux aussi, il ne se fait pas pour rien. Il ne le fait pas seulement parce qu'il compte sur le pouvoir de Yaoundé, non. Il le fait parce que il se sent d'un pouvoir au-dessus du pouvoir qu'il a nommé. Et quand je parle de Soso, c'est juste un cas d'école. Il y a des gens comme ça qui agissent parce que ils savent que le pouvoir est soit chancelant, soit le pouvoir est devenu impuissant. Donc on crée donc des situations qui sont de nature à créer un coup d'État. Et quand je dis coup d'État, c'est dire un coup d'État même en soi. On crée d'abord un coup d'État civil, c'est-à-dire que en clochardisant les gens, en tuant les gens sans le moindre scrupule, en assassinant les gens avec une brutalité, une sauvagerie hors norme. Et là, on crée donc des situations. Et là, je vous parle de Yaoundé. Hein. Moi, je vous parle de Yaoundé. Je suis assis là à Yaoundé, à côté de la présidence. Donc, pour que la voix porte. Et la situation qui arrive, c'est que lorsque le pouvoir en place laisse donc ces choses se faire, il encourage d'une façon ou d'une autre la survenue d'un soulèvement. Qu'il le veuille ou pas, c'est ce qui peut arriver. Donc nous sommes dans une situation où les gens entretiennent les germes des coups d'État. Et là, la question n'est plus est-ce que un coup d'État est souhaitable ou pas. La question est que en voyant les gens tuer les autres avec une telle brutalité, avec un tel cynisme, avec un tel je m'en foutisme, on se dit que ce n'est peut-être pas souhaitable, c'est peut-être inévitable. Et quand je le dis de manière très très sereine. Je dis, si on ne change pas l'ordre des choses, aucun pouvoir n'a jamais dominé le peuple. Parce qu'en République, surtout quand on dit que c'est un pouvoir démocratique, en République, en démocratie, c'est le peuple qui décide en ultime recours. C'est pourquoi on dit même le président est injustifiable comme tout le monde. C'est pourquoi on parle de la haute cour de justice. Si on ne tient pas cela en compte, on crée donc les situations qui sont de nature à favoriser les coups d'État. Lorsqu'on le leur rappelle, on peut faire toutes sortes d'interprétations possibles. Mais moi, je vous le rappelle du point de vue de la philosophie, du point de vue de la théorie des valeurs républicaines, du point de vue des principes. Excusez-moi, je vois un petit poussin qui est coincé là, il faut que j'aille d'abord le délivrer. Il a son bec qui est attaché. Oui, excusez-moi. Il vient de délivrer un poussin. On parlait des questions de coup d'État, mais ça n'empêche pas que je m'occupe aussi de mes poussins que je regarde. Bon, alors excusez-moi, on va parler donc de ça. Donc, cette situation est donc de nature à créer la révolte populaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce que les gens veulent dans ce pays? Les gens veulent que le gouvernement gouverne, que les militaires fassent la guerre quand il faut, que les anciens fassent ce qu'il faut, mais que tout le monde soit rétribué au même titre, que tout le monde soit égal devant la loi. Et
étroit, qu'il n'y ait pas tous ces assassinats, tous ces crimes économiques impunis qui sont de nature à révolter même les peuples les plus pacifiques, même les Camerounais qui sont les plus pacifiques. Alors, nous sommes donc dans une situation où, lorsqu'on laisse faire, lorsque le président de la République laisse faire certaines injustices, alors il est complice de ce qui se passe. Et nous autres, notre rôle en tant que philosophe, en tant que celui qui a la fonction de rappeler les principes organiques d'un régime républicain, d'un régime démocratique, d'un pouvoir républicain. Alors nous avons la fonction, l'obligation de leur rappeler cela. Et là, je vous dis toujours que on ne peut pas survivre dans une atmosphère où le pouvoir abandonne le peuple aux brigands. Le pouvoir de Yaoundé a abandonné le peuple aux brigands. Ce que je vis à l'université, c'est rien. Ce que Madame Andop vit à l'université, c'est rien. Ce que Monsieur Ndop vit à l'université, c'est rien à comparer à ce que les gens endurent en brousse. Parce qu'il y a une guerre fratricide au nord-ouest et sud-ouest. Mais ce n'est pas que c'est rien. C'est que on n'est pas résigné, mais on est stoïque. On a la capacité d'être stoïque. Mais combien de Camerounais ont la capacité de résister? Combien de Camerounais sont obligés de baisser la culotte devant les aristocrates qui sont en train d'imposer leur diktat? Nous sommes en pleine guerre. Nous sommes en plein coup d'État. Nous sommes en plein coup d'État à Yaoundé. Parce que les gens ont décidé de pourrir la vie aux Camerounais. Parce que les gens ont décidé de s'arroger des vies, 2, 3, 4 vies à eux seuls. Ils ont décidé de s'arroger les privilèges des privilèges indus qui pourraient bénéficier à 1000, 2000, 3000, 1 million de personnes. Les gens décident de voler à hauteur de milliards. Les gens décident de déshumaniser les autres. Les gens décident de soumettre les autres à un traitement inhumain. Comment un type comme moi, comment une dame comme Madame Mandop, on veut les obliger à baisser la culotte, à laisser faire sodomiser. Comment on peut laisser cela dans une république à plein Yaoundé? Comment on peut laisser au 21e siècle des gens voler à hauteur de milliards, promettre qu'on va les mettre en prison, promettre qu'on va les faire arrêter et normalement même zigouiller, parce qu'il faut appliquer la peine de mort. Comment peut-on laisser des gens comme ça empoisonner toute la vie des gens qui ne demandent qu'une seule chose? Il faut laisser parce que ça fait beaucoup de bruit. Empoisonner toute la vie d'une république sous le prétexte que si tu parles, on va te tuer. Quel est ce peuple? Quel est ce pays qui va se laisser dicter la loi du brigandage? Quelle est cette république qui va à volo, qui est en train de couler, mais des petites gens autour du président de la République lui dit que non, monsieur le président, tout va bien, tout est en ordre, tout va bien, et non, on a l'armée avec nous. Non, ça c'est un crime. C'est un crime. C'est pourquoi j'ai proposé une sorte de gré à gré, et je vais revenir sur ma question du gré à gré plus tard. Et c'est d'autant plus que nous sommes en danger. Le danger ne vient pas nécessairement de ces gens, ne vient pas... Il faut reculer, monsieur, il faut reculer. Excusez-moi. Le danger ne vient pas tant du fait que c'est fini. Non. Ah, laissez là-bas. Le danger ne vient pas tant du fait que le peuple est patient. Non. Le peuple est patient. Oui, mais il faut y avoir une insurrection à tout moment. Et les gens ne veulent que ça. Ceux qui mal gouvernent ne veulent que ça. J'ai dit de laisser. Laissez d'abord. Ceux qui mal gouvernent ne veulent que ça. C'est-à-dire que créer un incident. Le mal ne vient pas seulement de ça. La deuxième raison, et c'est le deuxième point de mon direct ce soir, c'est que nous avons en face, je vais vous expliquer un peu la dynamique qui prévaut actuellement dans le régime du renouveau. Nous avons aussi un autre paramètre, la France. Les gens n'ont pas compris pourquoi
on a laissé, pourquoi l'Élysée a désigné un général comme ambassadeur de la France. J'ai sollicité une discussion avec certains services secrets de ce pays où je leur ai exposé ma vision de cette nomination-là. Au cas du régime, je vous ai dit qu'au cas du régime, il y a des impatients. Et notre situation est la situation inverse de ce que vivent l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est dans une démarche où ils veulent absolument se défaire de la tutelle de la France en passant par la Russie. Mais il y a une autre difficulté que nous avons. Nous avons la même dynamique. C'est-à-dire que l'effort du président de la République, il avait dit depuis son accession au pouvoir que le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'une puissance. Il essaie un peu de diversifier et dernièrement on a vu aussi qu'il a signé des accords avec la Russie. Cette dynamique est enclenchée. Mais il y a une autre chose qui est très prévisible. C'est que la démarche, moi je ne soutiens pas ce que Biya veut faire là, avec son entourage, avec son histoire de Franck Biya là, je m'en fous de ça, mais ce n'est pas ça. Au point où les gens veulent mener ma peau, les chefs de chez moi veulent ma peau parce que j'ai osé leur dire dans les réunions que je ne suis pas d'accord avec leurs bêtises là. On n'est pas là pour chercher le fond de notre panse. Un intellectuel ne cherche pas la panse, à satisfaire sa panse, son abdomen, non. J'ai dit à leur histoire dans les 2 réunions à laquelle ils m'ont convié que je ne suis pas d'accord avec leur connerie de Franck Biya là. Qu'ils imposent, que bien impose aux gens ce qu'ils veulent. J'ai dit que je vais parler du gré à gré une autre fois. Donc, alors nous sommes dans une situation de l'Afrique de l'Ouest, mais nous sommes aussi dans une situation haute. C'est-à-dire que la France, qui veut reconquérir toutes ces parts de marché qu'elle a perdues au Cameroun, est dans une situation où elle se rend compte que le vieux qui est là, il est un peu réticent. Je vous dis que je veux que le vieux quitte le pouvoir. C'est pas ça, je ne suis pas un pro-Biya. Il doit quitter le pouvoir, laisser ça à quelqu'un d'autre. J'ai dit qu'il va revenir sur le gré à gré. Mais la France est dans une démarche où, comme elle est plus sûre de contrôler le vieux, il faut donc qu'on crée au cœur du système. Comme il dit là, le prétexte c'est que non, on va créer, je l'ai maintenant avec les diasporas, les vieux leaders, là on n'a plus besoin d'eux. En fait, ils veulent créer des petits lobbies au cœur du système. Des petits groupuscules de gens qu'ils peuvent manipuler pour que le moment venu, y compris avec les... C'est pourquoi il faut qu'ils redoublent l'attention, parce qu'on n'est pas là pour donner les conseils au pouvoir, pour qu'ils graissent au pouvoir éternellement et pour qu'ils malgouvernent. Je vais expliquer le prochain jour ma démarche sur le gré à gré. Ce qu'on doit faire actuellement, c'est que on est déjà dans on a déjà des acquis. Biya fait ce qu'il peut faire là, il fait son désordre qu'il fait, mais il a quand même des éléments qui peuvent permettre à partir desquels on peut avancer par rapport à la France surtout. C'est-à-dire que la diversification des partenariats, le refus des bases militaires, voilà quelques exemples, parce que les gens vont commencer à critiquer, parce que les gens critiquent seulement en l'air, parce qu'ils sont arc-boutés par leur vision, que non, il faut que ce soit tel, non. Il faut que nous soyons lucides, et que c'est mon rôle d'ailleurs, moi je suis comme un arbitre. Donc, la France, donc, maintenant, veut en fait forcer la main au président de la République en mettant des dispositifs pour bien le contrôler. Contrôler la transition. Quand on a nommé le général, c'est pour contrôler la transition. C'est important, vous comprenez cela. C'est important, c'est-à-dire que là, on n'a pas besoin d'être pro-Biya ou anti-Biya. La démarche actuelle de la France, c'est maintenir le Cameroun dans le franc CFA, dans les accords que Biya ne va jamais vous dire. Il a signé des choses. Qu'il vienne me tuer, mais je sais qu'il a signé des choses. Il faut qu'il sorte de ces choses-là, s'il veut rester au pouvoir. Et comme quand je dis qu'il veut rester au pouvoir, c'est-à-dire qu'il fasse rester au pouvoir par quelqu'un qu'il a choisi, pas son fils. S'il veut donc que son affaire marche, c'est maintenant qu'il doit prendre des dispositifs pour mettre un terme à certaines complicités avec la France. Or, la France, c'est que le vieux n'est plus très malléable. Il est donc question de créer au cœur du système Biya, à travers des satellites, des gens qu'on peut manipuler, qu'on peut contrôler, des personnes donc pour pouvoir donc contrôler le système et diriger la transition dans le sens voulu par la France. Donc, on a en fait deux problèmes.
sécuriser nos richesses, c'est-à-dire en diversifiant nos partenariats, en amplifiant les accords avec les autres puissances, mais aussi l'épine qui est sur notre pied. La France avait dit, Lamberton, oui, il y a les Bamileke qui sont une épine dans notre pied. Non, nous aussi on leur dit que non. La France est une épine dans notre pied dans cette transition que nous voulons avoir pour notre pays. Le plus grand danger, c'est la France. Donc il est question que les gens, que nous soyons conscients. Il ne faut pas qu'on laisse un peu nos guéguerres là, oui. C'est pourquoi j'ai dit, la démocratie c'est bien beau. Mais le principe actuel qui doit gouverner, c'est la lucidité par rapport à ce que nous voulons faire dans notre pays. C'est pourquoi j'ai dit, et j'insiste, les questions d'élection doivent être d'abord de côté. On doit mettre tout à plat. Parce que le pouvoir a réussi à affaiblir trop l'opposition. Ce qui fait qu'on ne s'attend pas à grand chose. Parce que la plupart de ces gens-là, c'est des marionnettes. Et ceux qui ont un peu de conviction même, sont dans plein de difficultés. Il y en a quand même qui ont des convictions là, que je vois, que j'admire. Mais ils sont dans des difficultés innommables. Et c'est le pouvoir qui fait cela. Or, le pouvoir ne peut pas faire la politique de la terre brûlée. C'est pourquoi il faut vraiment qu'on revienne à la question du gré à gré. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Vous avez déjà toutes les armes entre vos mains. Vous avez déjà tous les pions entre vos mains. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous ne pouvez pas continuer seulement à dire que nous sommes tout puissants. C'est que si un pouvoir n'est pas capable de s'auto-retenir, de s'auto-contrôler, il court à sa perte. Donc, c'est le deuxième élément que je voulais mettre en avant ce soir. C'est-à-dire que la question de la gestion de notre libération, de notre liberté en tant que peuple, la négocier en multipliant les partenariats, mais aussi en tenant compte du fait que la France est un grand danger qui est toujours là, qui est au cœur, qui est même l'épine dans notre pied au niveau de cette transition. Et là, j'aborde la question fondamentale aussi, la question de la Russie. La question de la Russie avec le partenariat avec Wagner et autres. Mais je me demande bien si on a même le choix. Je ne veux pas rentrer dans la faiblesse de penser que non, il faut que le chat attrape l'essentiel et qu'il attrape, même s'il est gris, même